Bonjour, bienvenue dans ce quatrième module de l'EQ qui concerne les troubles de l'éjaculation. Il y a 5 présentations. Il s'agit ici de la première. On va commencer par l'éjaculation prématurée. Si on regarde un petit peu l'évolution des pensées, déjà on peut dire que l'éjaculation précoce n'est pas une maladie au sens biologique du terme. Le comportement sexuel masculin est conditionné par la physiologie. L'érection est un mécanisme réflexe, transitoire, sous l'influence de neurotransmetteurs. Le coït a une durée programmée, environ 2 minutes, avec une phase réfractaire qui est absolue. Bref, il s'agit plutôt d'une norme sexuelle dans un contexte socio-historique donné. Je cite Taschereau, je cite Ovide, qui ont vécu à 2 époques différentes et qui avaient bien sûr 2 visions totalement opposées. Les scripts sexuels évoluent, il faut apprendre à faire évoluer notre comportement sexuel pour répondre aux attentes de la société. Mais de quoi parle-t-on? Quelles sont les définitions? Les premières définitions, les premiers travaux reposaient sur des critères cliniques, mais plutôt subjectifs. C'est Master et Johnson, c'est Kaplan, entre les années 50 et 70. Puis sont arrivées les grandes études épidémiologiques américaines, et là, la prévalence était plutôt estimée entre 20 et 30%. Au milieu des années 2000, sous la pression, le sponsoring de l'industrie, de nouvelles définitions sont apparues. Et sont un consensus d'experts, donc, qui a permis à la fin d'avoir cette nouvelle définition. Et maintenant, on estime que c'est plutôt 4% environ de la population qui serait atteinte. L'incidence est stable, quelle que soit la tranche d'âge, la nationalité, l'ethnie, la présence ou non d'un prépuce et la tendance sexuelle. Cette définition, publiée en 2007, révisée quelques années plus tard, a posé des notions fondamentales comme l'IELT, la latence éjaculatoire intravaginale, et les notions d'éjaculation prématurée permanente ou acquise. Et les délais, soit avant 1 minute pour l'éjaculation prématurée permanente, ou inférieur ou égal à 3 minutes pour l'éjaculation prématurée acquise. Associé à ça, l'incapacité à retarder l'éjaculation sur toutes ou presque toutes les pénétrations vaginales et des conséquences personnelles négatives. J'ai récapitulé sur ce tableau les différences entre l'éjaculation prématurée primaire et secondaire. Si on regarde un petit peu la littérature, on peut se poser la question d'aller vers une médicalisation d'une dysfonction sexuelle. Les mécanismes sont de mieux en mieux compris, mais que ce soit les psychologues, les urologues, les endocrinologues, personne n'est parvenu à identifier les causes exactes de cette trop grande rapidité éjaculatoire. Même les analyses génétiques sur les familles n'ont pas donné de conclusion. Bref, il s'agirait plutôt d'une variation de la normalité. Les mécanismes sont bien connus maintenant. Au niveau du cortex, les différentes aires impliquées, au niveau de l'hypothalamus, au niveau du bulbe, au niveau spinal, thoracique, sacré, il y a un centre de la sécrétion et un centre mécanique qui vont contrôler l'émission et l'expulsion du sperme. Nous avons un grand chef d'orchestre qui est le générateur spinal de l'éjaculation, auquel on associe bien sûr le nerf pudendal. Tout ça va concourir à une éjaculation. Et bien sûr, à chaque fois, des facteurs, qu'ils soient psychologiques, environnementaux, génétiques ou d'autres causes, notamment la dysfonction érectile, la prostatique, le frein court, la dysthyroïdie, vont bien sûr influer dans cette chaîne. Quelle stratégie on peut proposer? Si on regarde un petit peu la modulation de la réponse sexuelle masculine, on place le niveau d'excitation en fonction du temps. Et nous avons donc des grandes phases, la phase d'excitation qui est exacerbée chez nos patients, la phase de plateau, donc la phase du coït, qui est très bref, et l'orgasme qui arrive bien sûr trop rapidement. Associé à ça, la phase de résolution qui est absolue. Notre but, c'est d'obtenir une courbe de réponse plutôt de cet aspect-là. Comment? En modulant l'excitation grâce à nos traitements.
Le traitement optimal de l'éjaculation prématurée, il devrait augmenter l'IELT sans nuire à l'éjaculation, avoir une bonne tolérance, être d'action rapide et efficace s'il est pris à demande et s'il doit rester discret. Ce sont deux questions subsidiaires. Si on regarde un petit peu cette étude de Porce, on s'aperçoit que les patients avaient en moyenne eu 5 traitements différents avant de consulter un spécialiste. Les traitements dont dispose l'urologue sont les anesthésiants locaux. Il y en a un seul qui a l'AMM, c'est le PSD 502 ou le Fortassin, qui n'est pas remboursé. Il s'agit de mettre 3 sprays sur le gland quelques minutes avant les rapports. Nous avons les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, un seul à l'AMM, la dapagliflozine, en 2 dosages, 30 mg ou 60 mg. Lui aussi n'est pas remboursé. Nous avons une myriade d'autres traitements hors AMM, et puis bien sûr les sexothérapies, là plutôt l'apanage des sexologues. Comment procède-t-on? Pas de prescription sèche. On a une revue de la Cochrane Database à ce propos. Un traitement efficace, c'est un patient qui va être motivé. On va lui apporter une solution rapide pour qu'il adhère au traitement sexo-comportemental. Le but, c'est de lui réapprendre une chorégraphie sexuelle et quelque part aider le couple dans cette dette que l'un et l'autre ressentent. Et puis, cette approche psychosexologique, elle fait partie de la première ligne. Elle permet une meilleure communication dans le couple, une meilleure communication entre le patient et le médecin, et elle permettra secondairement d'espacer, d'arrêter le traitement. À côté de ça, il faut bien sûr donner plein d'autres conseils à réapprendre à muscler son périnée, détourner son attention, travailler ses fantasmes et bien sûr ne pas oublier que la partenaire est au centre de cette prise en charge, elle aussi. Au total, il faut bien se rendre compte que le patient est dans une spirale infernale de l'éjaculation prématurée, avec des conséquences personnelles négatives. Il ne faut pas hésiter à dépister les troubles de l'humeur, les dépressions, notamment chez les sujets jeunes. On peut proposer une approche type Allo en demandant, en questionnant sur cette activité sexuelle, reconnaître les problèmes et l'impact que cela a, savoir qu'il y a une limitation et donc on a besoin d'un sexologue, ouvrir la discussion et travailler avec un plan d'action approprié à chaque patient. Il faut bien sûr bien étayer la demande, montrer que l'IELT est cohérent avec les définitions, bien faire le point sur l'histoire de la maladie, les antécédents et le retentissement personnel que cela a. L'examen clinique sur les organes génitaux externes, le toucher rectal, l'examen neurologique, les signes de gravité que sont l'IELT inférieur à 30 secondes et un impact psychologique majeur. Et bien sûr, une prise en charge qui sera, en cas d'éjaculation prématurée permanente, un IRS à la demande et ou un anesthésiant local. En cas d'éjaculation prématurée acquise, on fera de la même façon, mais avec un traitement spécifique de la cause, soit la prostatite, la dysthyroïdie, le frein court. En cas d'éjaculation prématurée associée à une dysfonction érectile, on donnera un IPDE5 en première intention. Et dans le cas des éjaculations prématurées subjectives, variables, naturelles, on fera preuve de pédagogie. Bien sûr, il faut réévaluer de manière systématique le patient en faisant attention au traitement prescrit hors AMM, prévoir un suivi plutôt à discrétion du praticien et une approche globale, holistique, en mettant la partenaire également au centre de la prise en charge. Bref, il s'agit plutôt d'un trouble psychoneuro-uro-endocrinien qui affecte le couple avec de nombreux facteurs. Le rôle de la partenaire est clé et j'espère vous avoir convaincu que la sexualité masculine n'est pas qu'une question de rigidité ni de durée. Les autres dysfonctions éjaculatoires, on n'abordera ici que l'éjaculation retardée et l'anéjaculation, avec une définition claire, un ou deux symptômes suivants, c'est-à-dire le retard marqué à l'éjaculation ou l'absence ou diminution marquée de la fréquence de l'éjaculation dans toutes ou presque les activités sexuelles, grosso modo les 3/4,
sans que le patient souhaite retarder son éjaculation. Le symptôme est présent depuis au moins 6 mois et ce symptôme est source de souffrance personnelle. C'est généralement multifactoriel, psychologique, physiologique, comportemental, relationnel. Les freins psychologiques, c'est la peur, l'anxiété, l'hostilité, les difficultés relationnelles et certaines croyances religieuses. Les facteurs comportementaux, c'est somme toute plutôt la masturbation, puisqu'elle va être responsable de sensations difficilement transposables au rapport sexuel avec la partenaire habituelle. Dans ce cas, c'est plutôt un trouble éjaculatoire, le plus souvent situationnel et secondaire. Et là, bien sûr, il faudra faire appel au sexologue. Je vous remercie.